Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, un épisode qu'on avait hâte de faire avec vous, tout simplement parce qu'on peut enfin vous présenter le nouveau MOOC Rivers, le Rivers numéro 9, un numéro spécial 2003. Voilà, on s'est penché sur cette année qui, à notre sens, a été charnière dans l'évolution du basket et dans lesquelles on peut trouver un petit peu toutes les graines qui font que le jeu actuel est celui que l'on connaît avec les figures principales qui l'animent. Voilà, pour ce nouvel épisode, comme d'habitude, je suis rejoint avec mes camarades Shai Mamou et Antoine Pimel. Comment ça va les gars? Donc c'est pour ce nouvel épisode du podcast, pas trop fatigué, pas trop KO. Antoine, petite mine quand même aujourd'hui. Ouais, je reviens du Nigeria, des terres de Giannis Antetokounmpo, en tout cas des parents de Giannis Antetokounmpo. Et ouais, un peu de fatigue. Et t'as été joué un petit peu sur les plays là-bas ou? Non, alors non, 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 mais à un moment, je suis passé devant un playground et il y a du monde qui jouait. Bon, sans faire offense aux joueurs c'était pas ouf le niveau, mais j'aurais bien voulu, mais on était vraiment que de passage à ce moment-là. Ça joue plus au foot, j'ai eu beaucoup plus de monde jouer au foot. Mais ouais, c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de terrain quand même. Je pensais que tu signerais dans un club pour jouer la Ligue des Champions africaine, la basketball. Ah, La basketball. balle. Non, par contre, je pense que dans le pays, il doit y avoir énormément de talent. Le Nigeria produit plein de joueurs, donc j'imagine qu'il y a des playgrounds où ça joue vraiment. J'en ai pas vu beaucoup. Je pense que de toute façon, ça se fait beaucoup en fait, bah, pas forcément en street en réalité. Il doit y avoir quelques clubs, quelques académies. Je connais pas assez comment ça marche au Nigeria pour le basket, mais j'imagine que les plus gros talents. Il y a 200 millions d'habitants, il y a une culture du sport, donc en tout cas, il y a des talents sportifs. Donc je pense qu'il doit y avoir vraiment quelques pépites dans le pays. Mais, euh, mais c'est vrai que là où j'étais à Abuja, tu vois pas beaucoup de playground quand même. Et les gens t'ont parlé un peu de Yanis, c'est quelqu'un qui suivent particulièrement là-bas ou? Alors, j'ai pas beaucoup parlé de ça avec les gens, je te cache pas, même si je parlais avec beaucoup de gens, mais j'ai pas beaucoup parlé de basket. C'était plus. En plus, il faut savoir que quand j'y étais allé, il y avait les éliminatoires de la Coupe du Monde, donc Ouais. tout le monde était sur le foot. Il y avait notamment un match à Abuja le mardi contre le Ghana, mais j'ai beaucoup plus parlé de foot que de basket. Par contre, ce qui était marrant, c'est que je logeais tout près d'une rue qui s'appelait Antetokounmpo Crescent. Et surtout, je suis allé dans un musée à Abuja, un musée de l'histoire du Nigeria. Et il y avait une photo de Giannis que je mettrai sur les réseaux tout à l'heure. Tiens, il y avait une Ouais. photo de Giannis Antetokounmpo. Ouais, donc c'est quand même une figure qui prend de la place et de l'importance au pays, quoi. Oui, je pense pas qu'ils le considèrent comme grec et ils ont raison, hein, à juste titre. Mais oui, oui. Sauf qu'après, voilà, ça fait pas le poids avec le foot. On va revenir un petit peu en arrière, bien avant que Yanis ne fasse la une des principaux sites de basket. Mais même si on reparlera tout à l'heure justement de Yanis Antetokounmpo et des Bucks, voilà pour parler un petit peu quand même de ce numéro 9 du MOOC Rivers. Comme d'habitude, 240 pages en édition limitée, disponible sur Basket Session. Vous pouvez le commander directement sur notre site ou vous abonner si vous voulez éviter d'avoir à payer les frais de port et surtout être certain de ne rater aucun numéro. Pourquoi on a choisi cette année 2003 pour faire ce numéro? Eh bien, parce que c'est une année qui est à la fois un peu symbolique et un peu charnière. Parce qu'avec 2003, bien sûr, on a l'arrivée d'une flopée de talents incroyables menée par LeBron James, avec la draft dans laquelle on retrouve aussi, bien sûr, Dwayne Wade, Chris Bosh, Boris Diaw. On a aussi la dernière saison pro de Michael Jordan, du côté des Wizards. On a aussi le premier titre de Tony Parker, donc premier titre emmené par un meneur français. Enfin, même si maintenant, avec le recul, on s'est un peu habitué à voir des Européens remporter des titres et même si Tony Kukoc l'avait déjà fait avant Tony, c'était quand même encore vraiment historique. Année aussi pour nous Français un petit peu triste en ce qui concerne l'Euro 2003 qui a été un peu comment dire, une tragédie marquante pour beaucoup d'entre nous qui avions pu suivre cette campagne avec une équipe de France pourtant survoltée, bourrée de talents incroyables. Voilà, tout un tas de choses qui se sont jouées durant cette année 2003. On est un petit peu on est à cheval sur deux saisons, sur la saison 2002-2003 et la saison 2003-2004.
quels sont un peu avant qu'on vienne aux articles que vous avez pu écrire dans ce numéro, Shai et Antoine, quels sont vos souvenirs, vous, de 2003? Où est-ce que vous en étiez dans votre parcours de fan de basket à l'époque? Bah, je vais commencer. Moi, donc j'étais au lycée, j'avais 16 ans. Et je sais pas, le souvenir que j'ai vraiment, c'est que c'est la première saison universitaire que j'ai vraiment réussi à suivre à fond, donc avec le Syracuse de Carmelo Anthony. Et du coup, j'avais beaucoup misé sur lui et sur le fait que ce serait lui le meilleur joueur de la draft. Et il y avait déjà la petite opposition avec LeBron, même si c'était moins médiatisé qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà Internet, on pouvait voir les matchs. Et j'ai ce souvenir-là qui m'a marqué. Et du coup, dans la foulée, la draft derrière, je m'étais beaucoup plus intéressé que les autres années parce qu'on commençait aussi justement à avoir l'accès via les médias à des articles sur les joueurs. C'est ces souvenirs-là que j'ai. En plus, malheureusement, de l'Euro 2003, voilà, j'étais en âge de souffrir et de prendre cher moralement après la défaite. Et toi, Antoine, t'en étais où? Alors, moi, je suivais déjà beaucoup la NBA, mais essentiellement via deux médias. En fait, c'était Canal pour les matchs, avec l'émission aussi du mercredi, je crois que c'était NBA Eddie. Halftime? Ouais, exactement, vers 11h45 le mercredi. Donc, il y avait les matchs le jeudi, si je dis pas de bêtises, à 2h du mat. Et il y avait ça. Donc, ça, j'enregistrais les matchs, je regardais cette émission. Donc, c'est surtout comme ça que je suivais. Euh, et l'autre biais, c'était Mondial Basket à l'époque que j'achetais tous les mois. Et du coup, via ces deux médias, il y a deux choses qui m'avaient surtout marqué. Il y avait, comme Shai, c'était Syracuse, mais c'était parce qu'il y avait eu tout un article sur Carmelo et sur Syracuse après le sacre universitaire. Et donc, pareil, alors, moi, dans mes souvenirs, je n'avais pas entendu parler de LeBron James, honnêtement. Peut-être que j'avais lu, mais que je ne me souviens pas. Mais du coup, pour moi, Carmelo, ça allait être la prochaine superstar de la NBA. Et j'aimais trop le style avec le bandeau et les nattes collées. Et l'autre chose, c'était le titre des Spurs, hein. Moi, j'adorais Tim Duncan. Il y avait un Français, mais si j'ai jamais été un grand fan de Tony Parker, mais j'adorais Tim Duncan. Et du coup, j'étais pour les Blazers, mais une fois que enfin, pour la finale Spurs-Nets, j'étais clairement pour les Spurs. Et j'étais content. Le titre des Spurs m'a beaucoup marqué avec Stephen Jackson aussi. Je me souviens qu'il y avait eu des passages contre les Nets, des passages décisifs. Je pense aussi ces playoffs-là où ils sortent les Mavericks. C'est une série qui m'a pas mal marqué, celle-là. Je crois qu'ils sortent les Mavericks avec Steve Kerr qui fait un game 5 ou 6, je sais plus, où il met des 3 points. Donc voilà. Si je dis Et pas de bêtises, Steve Kerr y était. et Ou alors ma mémoire me fait pour défaut. Mais... Non, non, LeBron, Steve Kerr y était. Ouais, Steve c'est Kerr bien y était, ça. c'est sûr. Ouais. pour, Ouais, bah. pour LeBron, pour le fait qu'effectivement en France, on n'en entendait pas beaucoup parler parce qu'il n'y avait pas trop de couverture médiatique du basket en high school. Mais en fait, mon cousin, il récupérait les slams un peu, il était abonné et tout ça. Et ça parlait déjà beaucoup de LeBron via les plumes qu'on a eu la chance d'avoir aussi pour la table ronde dont on parlera peut-être après. Avec Len Whitaker et tout ça. Et du coup, ça, pour le coup, je savais qu'il y avait un mec qui arrivait avec une étiquette d'élu un peu autoproclamé. Voilà. Mais c'est vrai que moi, en 2003, je commençais un petit peu ma carrière de journaliste parce que j'étais stagiaire chez Basket News. Et au-delà d'avoir le nez en plein dans l'actualité du basket 24 sur 24, j'avais aussi accès pour la première fois de ma vie à une connexion Internet qui fusait un petit peu, qui était loin de mon ADSL un peu pourri de chez moi. Ce qui fait que le fameux match de high school de LeBron James qui était passé sur ESPN, j'avais réussi à le télécharger et à le regarder, au bureau. Donc c'est vrai qu'un peu comme Shai, moi j'étais déjà bien sur les slams depuis plusieurs années. Donc j'avais senti venir un peu, enfin senti venir. C'est pas moi qui l'ai découvert, hein, je vais pas je vais pas jouer les découvreurs de talent sur le tard, mais voilà, il y avait cette hype qui montait autour de ce gamin du lycée qui faisait des choses qui avaient l'air incroyables. Après on voyait des petites actions où tu comprenais pas trop parce que faut savoir que le niveau au lycée aux États-Unis c'est extrêmement hétérogène. Donc il y avait des confrontations comme celle de LeBron face à Oak Hill où c'est à peu près des futurs pros contre des futurs pros. Et il y en a, c'est le lycée avec LeBron contre des mecs qui sont des lycéens normaux comme toi et moi, où on aurait pu se retrouver à jouer face à ce mec. Tu avais l'impression que c'était un daron qui s'était fait passer vite fait pour un lycéen. Donc, il y avait la hype LeBron était assez incroyable. Comme vous, je suivais pas mal la NCAA à l'époque, donc j'ai vu le Final Four et la finale notamment de Syracuse qui était passionnante ça s'est joué quand même jusqu'à la fin avec un Carmelo Anthony qui était impressionnant à l'époque, je trouvais
pas simplement d'efficacité, mais de fraîcheur et il était tellement relax pendant cette finale NCAA, c'était assez incroyable, quoi. Il avait le sourire aux lèvres tout le temps, alors que c'était un match qui était quand même très accroché. Bref, c'est un petit peu tout ça mes souvenirs. Bien sûr, le titre de Tony Parker, c'est vrai que de Tony Parker et des Spurs. Moi aussi, j'aime beaucoup San Antonio et Duncan, mais j'avoue que c'est le basket que proposaient les Spurs à cette époque-là n'était pas celui qui m'a le plus fait rêver. Ça, c'est devenu vraiment plus intéressant par la suite, une fois que Ginobili a pu avoir un peu plus comment dire, a pu être responsabilisé et faire un petit peu évoluer le jeu des Spurs. Par contre, oui, pour revenir sur ce que disait Shai, la douleur de voir l'équipe de France à l'Euro 2003 exploser en demi-finale et exploser complètement ensuite pour le match pour la médaille de bronze qui était qualificative pour les Jeux Olympiques d'Athènes, ça, c'est un souvenir qui m'a énormément marqué. À l'heure actuelle, quand cette équipe de France était dominatrice, moi, c'est l'équipe de France la plus dominatrice que j'ai vue, tout simplement. Je dis peut-être plus la plus talentueuse maintenant, parce que celle qui a fait médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques était assez incroyable de talent. Mais en termes de… Quand cette équipe se mettait à défendre et à jouer dur, c'était impressionnant de voir comment… on avait un peu l'impression que c'était un choc entre deux mondes, entre le basket européen à l'ancienne, entre guillemets, et avec beaucoup de respect pour certaines équipes, pour la plupart de ces équipes, et une espèce de basket européen, mais un peu, comment dire, survolté avec des qualités athlétiques, Jérôme Moïseau, Tariq Abdul-Wahad, Mustapha Sonko, Alain Digbeu, Boris Diaw tout jeune, même Ronny Turiaf qui faisait le 12e homme, cette équipe, et puis bien sûr Tony Parker, bien entendu, c'était assez incroyable. Et juste une petite parenthèse pour vous dire que dans ce numéro, il y a un article qui est spécialement dédié à cet Euro de 2003, sous forme de oral history, c'est-à-dire que le journaliste qui a écrit ce papier, Frédéric Gonala, est allé chercher les principaux acteurs de cette campagne, du moins ceux qui ont voulu s'exprimer, parce que voilà, presque 20 ans plus tard, on sent que les cicatrices ne sont pas toutes guéries, et le papier est assez incroyable. En tout cas, moi, j'avais jamais lu quelque chose de fait autant en profondeur sur cet euro. Donc voilà, je vous invite à aller lire le papier de Frédéric Gonella que j'ai trouvé vraiment incroyable dans ce numéro. C'est une période où, parce que là, pour entre guillemets, les jeunes générations, non pas qu'on ait 60 ans non plus, mais les jeunes générations sont habituées à une équipe de France qui est très compétitive et qui vise la médaille à chaque compétition. Là, malgré le talent qu'il y avait, c'était pas non plus évident à l'époque. Et donc, chaque désillusion, elle faisait mal. On se demandait quand est-ce qu'on allait vraiment y arriver. C'est ces souvenirs-là que j'en ai, moi. Ouais, et puis c'est une campagne qui a eu un effet important. Enfin, vous verrez en lisant l'article, mais c'est vrai qu'on peut difficilement parler de 2003 sans parler de l'Euro 99 en France, où il y avait déjà eu un début de fracture au sein du groupe, puis des Jeux Olympiques 2000, où malgré la magnifique médaille d'argent aux Jeux Olympiques, derrière, il y a eu toute une embrouille entre une partie des cadres de l'équipe de France et la fédération pour une sombre histoire de prime, qui a fait que certains joueurs ont même pris leur retraite internationale à ce moment-là, et qui fait qu'il n'y a pas eu vraiment la passation entre générations, c'est pas faite vraiment dans la continuité. Et après 2003 et à nouveau la grosse désillusion de au-delà du fait que cette équipe était programmée pour être championne d'Europe et que voilà, les joueurs eux-mêmes le reconnaissent, qu'ils ont eu énormément de mal à accepter de perdre cette demi-finale face à la Lituanie qui développait un basket magnifique par ailleurs. Mais voilà, ça a été impossible pour eux de repartir et d'aller chercher cette qualification pour les Jeux Olympiques en 2004, qui a été à nouveau un espèce de temps d'arrêt dans la progression de l'équipe de France, parce qu'il y a à nouveau une partie des cadres qui ont pris leur retraite. Tariq Abdul-Wahad est parti, a pris sa retraite internationale, d'autres ont fait comme lui. Ce qui fait c'est vraiment une campagne qui a laissé des marques profondes, et je pense qu'il nous a fait perdre un petit peu de temps, mais enfin même pas un petit peu, qui nous a fait perdre pas mal de temps par rapport à ce que l'équipe de France pouvait représenter sur la scène internationale et européenne notamment. Ouais, non, c'est sûr. Et puis 2003, c'est aussi la dernière de Jordan. Moi, c'est vrai que dans les souvenirs, quand je repense à cette année, il y a quand même ce fameux All-Star Game. Alors, c'est un peu…
Bon, c'est cool que ce soit le All-Star Game. C'est vrai que ça aurait été mieux de se dire, bon, bah, ce qui m'a marqué, c'est les derniers playoffs de Jordan, mais ça n'a pas été le cas avec les Wizards, parce que ces derniers playoffs, ça a été avec les Bulls. Mais voilà, il y a quand même ce All-Star Game 2003 où il n'est pas passé loin finalement de faire gagner son équipe et peut-être de finir MVP du All-Star Game avant que finalement il y ait une prolongation et que ce soit Kevin Garnett qui chope le trophée. Mais ça aussi, c'est un souvenir quand même que je garde de cette année-là. Ouais, je me souviens aussi de ce match, Ouais, et avec puis le même, panier sur la tête de Sean Marion. ouais. Absolument. Et puis même cette période-là, c'était l'occasion pour ceux qui n'avaient pas eu droit aux deux trilogies de Jordan de le voir en action un peu, même si c'était pas exactement le même Jordan et qu'il n'y a pas eu les résultats derrière. Ça reste, c'est un bon souvenir quand même. Moi, j'ai surtout connu le deuxième tripit et j'étais quand même jeune, mais c'était cool de pouvoir le voir un peu plus souvent en France, même dans les émissions, c'était cool. C'est vrai que ce qui est marrant, c'est que pour moi qui ai eu la chance de suivre Jordan à partir du moment où il a gagné, en gros, c'est le moment où je tombais dans le basket, moi c'était 91, 92. Donc je l'avais tout le temps vu gagner avec les Bulls. Et quand il a annoncé son retour, j'étais super déçu d'apprendre que ce serait avec les Wizards. Je ne comprenais pas du tout. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dès que les premiers matchs ont commencé, eh ben, je suis redevenu fan en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que je ne me suis pas acheté de maillot des Wizards pour le coup, mais il continue à dégager cette espèce d'aura incroyable sur le terrain. Et d'ailleurs, avec le recul, dans ce numéro, on a fait un long papier à nouveau sur Jordan, sur son passage aux Wizards. Avec le recul, on se rend compte que les choses qu'il avait fait à l'époque, il y avait quand même des performances assez incroyables pour un joueur de son acabit qui avait arrêté pendant 2 ans comme ça. Donc maintenant LeBron est en train sans doute de repousser encore ce type de limite, du moins en termes de ce qu'on peut attendre d'un athlète passer la barre des 37 ans. Mais ouais, même si c'était plus tout à fait le même Jordan, ça restait Jordan quand même, quoi. Moi, il n'y a que comme ça que je l'ai connu, hein. Enfin, que je l'ai connu en live, entre guillemets. Parce qu'après, Ouais. j'ai vu des matchs des Bulls quand même sur YouTube. Mais les seuls, moi, je suis commencé à suivre en 99, donc il n'y avait plus de Jordan. Et c'était marrant du coup de le voir avec les Wizards. Et ça me permet de rappeler que Washington, faut reprendre ce maillot bleu, hein. Faut arrêter avec les maillots bleus, rouge, blanc, c'est moche. Faut prendre le maillot bleu à l'ancienne. Il y a le nouveau version Japon là, qui est sorti là, en dégradé pour. Pareil, il faut arrêter. Faut prendre ce maillot bleu, celui dans lequel il y a eu Michael Jordan, Gilbert Arenas, Rod Strickland. Ça, c'est ça les vraies bases. Voilà, petite parenthèse. Totalement d'accord pour Rod Strickland notamment. Ah oui, bah oui. Tous les deux, vous avez écrit, au-delà de la table ronde sur laquelle on reviendra tout à l'heure, vous avez écrit chacun 2 articles. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les papiers sur lesquels vous avez bossé pour ce numéro et ce que vous en avez retiré, comment vous y êtes pris? Antoine, je propose qu'on commence par toi parce que c'est toi qui as fait le papier de cover sur LeBron et juste pour préciser que c'est vraiment axé avant tout sur le LeBron d'avant la NBA, sur toute la hype, sur le phénomène LeBron d'avant la draft. Comment est-ce que tu t'y es pris et qu'est-ce que tu as retenu, toi, du papier que tu as écrit? Alors, c'est le papier sur lequel j'ai passé le plus de temps depuis que j'écris, et sur lequel j'ai vraiment pris le plus de temps pour me préparer. J'ai regardé notamment, j'ai lu un livre, j'ai lu des tas de papiers internet, j'ai regardé un documentaire en entier, dont j'ai évidemment oublié le nom. Tu as le nom par hasard? J'ai complètement. C'est le documentaire qu'il avait fait sur lui-même, Oui, voilà, qui est sorti, je pense, aux alentours de 2009 ou un truc comme ça, qui était justement sur ses années lycée. qui le suivait, lui, et pas que lui d'ailleurs, lui et vraiment toute cette bande de potes de l'Ohio, les petits, enfin voilà, c'est pour faire le cliché, mais on peut rentrer là-dedans. C'était les petits gars de l'Ohio qui défiaient les meilleures équipes de lycée du pays et qui sont devenus la meilleure équipe, qui ont formé la meilleure équipe de lycée des États-Unis. Bah, surtout grâce à LeBron James, mais pas seulement. Et voilà, je trouve que la carrière de LeBron James au lycée est en fait très intéressante. Déjà, il faut savoir que j'ai appris des choses que je ne pensais pas que je apprendrais encore beaucoup de choses sur LeBron James. Au final, si, j'ai appris beaucoup de choses sur LeBron James en faisant ce papier. Et je pense qu'en fait, c'est fou, mais j'ai l'impression que tout ce que tu peux savoir ou ce que tu dois savoir sur LeBron James, en fait, tu peux te contenter de sa carrière au lycée et ça te donnera toutes les informations. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en réalité, vraiment sur la manière dont il allait se comporter par la suite, sur la manière dont il allait assurer ou non par la suite, sur son jeu, sur sa personnalité,
sur pourquoi il fait ci ou pourquoi il fait ça, toutes ces réponses, en fait, je trouve que tu peux les avoir à travers son enfance et ensuite sa carrière au lycée dans l'Ohio. Ouais, et du coup, je trouvais que c'était une vraie plongée. J'ai essayé de faire le papier comme une plongée sur les 17 premières années de la vie de LeBron James, qui sont finalement moins mises en avant que tout ce qu'il a accompli depuis, ce qui est normal. Alors que, pareil, ses accomplissements au lycée, en réalité, vu toute la pression qu'il y avait, c'est absolument incroyable. J'ai retrouvé le nom du documentaire qui s'appelait More Than a Game. Ah oui, More Than a Game. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai. Sur YouTube, pour ceux que ça intéresse. Ouais, documentaire à voir qui est vraiment intéressant, même si voilà, il est très maîtrisé, bien sûr, comme toujours, Ouais. tout ce que fait LeBron. Mais c'est vrai que moi, ce qui continue de m'impressionner au-delà bien sûr de ses performances sur le terrain, c'est le fait que quelqu'un à qui on ait promis la lune comme ça dès le début, qu'on est entouré d'une telle hype, mais finalement le fait qu'il ait réussi à tout le temps rester sur les rails, pardon, et finalement LeBron, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais il n'y a jamais eu d'histoire extra basket problématique. Il n'a jamais eu de craquage complet. Finalement, c'est même pas qu'il a réussi à se montrer à la hauteur de la hype, c'est qu'il a réussi à excéder la hype finalement. Alors, Oui, c'est l'athlète qui a eu le plus là, parmi là maintenant, il y a la génération YouTube avec des types qu'on suit depuis qu'ils ont 14-15 ans. Mais LeBron, ses moindres faits et gestes étaient déjà épiés très tôt. Et puis, il a assumé aussi très tôt l'étiquette de, entre guillemets, successeur de Jordan pour le talent, parce que c'est pas le premier à qui on a promis un avenir radieux et un peu digne de Jordan et qui se serait planté. Et au final, c'est ça le plus fou, c'est il est resté sur les rails et sportivement, il a complètement tout assumé. C'est ce qui fait, qu'il a le droit d'être aujourd'hui dans la discussion pour le GOAT. Et ça passe justement, tu as raison Antoine, on comprend bien sa personnalité à travers tout ce qu'il a pu, tout son début de carrière et la façon dont il a géré et dont il s'est comporté. Mais en plus, là, pour le coup, tu vois, ça me fait penser, les joueurs de 14-15 ans qui sont aujourd'hui suivis sur YouTube, je pense que ça, c'est l'effet LeBron aussi. Parce que après LeBron et toute la hype qu'il y a eu autour de LeBron au lycée, une hype qui, sans précédent, je pense, mais on peut comparer peut-être avec celle de Zion, mais Zion, c'est tellement une autre époque en termes d'accessibilité que c'est difficile de comparer. Mais voilà, toute cette hype a fait que derrière, tout le monde a voulu trouver le prochain LeBron et de plus en plus de médias se sont intéressés aux joueurs lycéens, ce qui était à la base, enfin à l'époque, réservé vraiment à une niche. Mais LeBron a fait exploser cette sphère et a complètement ouvert les portes du basket au lycée parce que tout le monde a voulu trouver le successeur de LeBron avant même qu'il arrive en NBA. Il y a ça. Et la deuxième chose que je voulais dire, et évidemment, j'ai perdu le fil, mais je suis désolé. Hein. Ouais, bon, enfin, tout ça pour dire que oui, LeBron, sa carrière au lycée, je pense que c'est vraiment un moment marquant presque dans l'histoire de la NBA, en fait. Et c'est vrai que finalement, alors c'est la draft d'avant, mais c'était 2003. Amar'e Stoudemire avait été élu rookie of the Year en 2003. Et c'était la première fois, voilà, pour remettre un petit peu en contexte, c'était la première fois qu'un joueur qui avait sauté la fac était élu rookie de l'année. Donc c'était encore tout frais, le fait que, même si on revient avec quelques années auparavant, quand Kobe ou Kevin Garnett sont arrivés dans la ligue, il y a eu les attentes n'étaient pas aussi énormes que celles qu'on avait pour LeBron. Ils ont mis 1 an, 2 ans peut-être à s'acclimater, à commencer à performer, etc. Alors que LeBron, ça a été instantané. Quoi. Dès sa première saison, dès sa saison rookie, des stats à plus de 20 points, la plaque tournante d'une équipe certes très faible, mais malgré tout, qu'il a amené pas si loin que ça d'une qualification au playoff. C'était incroyable. Quoi. Non, c'est clair. Shai, je propose qu'on parte sur l'un de tes sujets parce qu'un des papiers que tu as fait pour ce numéro, c'est un très beau portrait de Darko Milicic. Alors, avec le recul, c'est vrai que quand on parle de bust ou de choix de pick foireux, souvent son nom apparaît. Et finalement, je pense qu'aussi avec le recul, on a un petit peu perdu de vue la hype qui a été celle de Darko. Alors, pas la même que LeBron. Celle de Darko était plus empreinte de mystère. Dis-moi si je me trompe, Shai, et puis un petit peu toi, comment tu as bossé sur ce papier.
Ouais, c'est ça. Donc Darko, numéro 2 de cette fameuse draft qui a sorti tant de grands noms entre LeBron, Carmelo, Dwayne Wade, Chris Bosh. Euh, bah, de ce dont je me souvenais de Darko, voilà, on l'associait très très vite à un bust parce que il n'a pas justifié entre guillemets sportivement ce statut numéro 2. En fait, l'approche, c'était de se dire qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Est-ce qu'il est vraiment totalement responsable de la manière dont ça s'est passé? Et qu'est-ce que ça aurait donné dans un contexte différent? Et ce qui est très intéressant aussi dans ce que j'ai découvert sur lui, c'est toute la manière dont il a géré son après-carrière aussi, et la manière dont il a assumé ce bust, même encore aujourd'hui. Et donc, j'ai eu la chance de parler avec un de ses anciens coéquipiers au tout début de sa carrière en Serbie, un Américain, Mike Campbell, qui racontait déjà quel type de gamin était Darko, qui expliquait aussi ce qu'il avait entendu sur lui au début de sa carrière en NBA, ce qui expliquait pourquoi il n'avait pas forcément réussi, un côté un peu fêtard, la pression, le fait qu'il n'était pas peut-être pas si amoureux de basket que ça et que son histoire personnelle aussi avait beaucoup joué dans la manière dont il s'était conduit après. Il vient d'un pays, il a connu la guerre petit, un père qu'il a cru mort plusieurs fois en tant que soldat. Voilà, et au final, il a aussi, comment dire, presque inauguré le scepticisme des Européens ensuite sur les Européens draftés très haut, les intérieurs. Il ne faut pas oublier que c'était quand même, mine de rien, un super joueur de basket. Il avait vraiment beaucoup de talent. C'est pas le bust un poste un peu traditionnel. On a juste pris un grand et en fait, s'il s'est avéré pas bon, il avait vraiment des skills, mais il avait aussi une personnalité, un passé qui ont rendu très compliqué le fait de s'imposer aux États-Unis. Et je vous révèle pas son après-carrière, mais il y a des trucs assez fous sur ce qu'il est devenu, ce qu'il a essayé de devenir et ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, c'était très intéressant de revenir dessus parce que évidemment plein de choses que je savais pas à l'époque que quand ça s'est passé, je voyais juste un joueur un peu décevant et pas à la hauteur de la hype des autres et de son statut numéro 2, mais en fait il y avait un peu plus que ça derrière. Fallait creuser un peu. Ce qui est ironique, c'est que c'est le premier de cette draft qui a gagné un titre, du coup, Ouais, vu qu'il avec était Détroit, oui. champion en tant que rookie. Ouais. Et c'est marrant quand on voit l'évolution qu'a pris la Ligue aujourd'hui. C'est un joueur qui avait les skills pour jouer de nos jours, qui aurait été un très bon joueur. Ouais. Ça fait peut-être un peu partie de ces basketteurs où tu te dis il est arrivé trop tôt parce que déjà le climat n'était pas complètement favorable aux Européens encore à l'époque, hein. Il y avait encore du scepticisme, déjà sur la draft comme tu l'as dit, mais même au sein même des franchises, on n'était pas encore sur une ligue pleinement internationale. Ça commençait seulement. On était en train de faire le shift, mais à cette époque-là, il fallait quand même faire 2 fois plus que les autres pour faire ses preuves. Et pour un joueur qui manque de confiance ou qui est pas, voilà, qui peut avoir par exemple une éthique de travail un peu différente, etc., c'est pas le meilleur cadre. S'il était arrivé aujourd'hui dans un cadre différent et avec un jeu différent, je pense que Darko Milicic aurait été un très bon joueur de basket en NBA, un très bon joueur NBA. Et c'est les contextes des fois. Ouais, Enfin, vas-y, pardon. ah non, c'est ça, mais tu as complètement raison parce que il aurait sans doute développé des choses, des atouts qui sont intéressants aujourd'hui. Et en même temps, on peut aussi se demander est-ce qu'avec sa personnalité et la manière dont il envisageait le basket, est-ce que même aujourd'hui ce serait passé? En fait, on ne sait pas. Ouais, Est-ce qu'il aurait été bon dans une autre équipe que Détroit? On ne sait pas non plus. C'est une part de mystère. je vais peut-être prendre du coup, je vais enchaîner sur mon autre sujet, ce qui va me permettre de prendre la question dans l'autre sens. Ouais. Moi, j'ai écrit donc un papier sur Carmelo Anthony et sur sa carrière, qui justement, sa carrière, là, autant LeBron, je disais, pour sa carrière au lycée, tu avais toutes les réponses. Pour Carmelo Anthony, c'est presque l'inverse, en fait. Sa carrière au lycée et à la fac, euh, c'est aux antipodes de sa carrière. Enfin, pas tout à fait, mais il y a comme une rupture avec sa carrière NBA, c'est-à-dire que c'est un joueur qui gagnait tout et qui du coup avait une image de winner. Et en NBA, ça a juste été si on grossit les traits, ça a été un énorme attaquant, un soliste, mais un mec jamais champion. Et pareil, on peut revenir sur ce contexte, du coup, de se demander est-ce que si Anthony avait été pris en deux, est-ce qu'il aurait été champion NBA? Est-ce que sa vision aurait été différente? Et j'aimerais bien vous lancer un peu au débat là-dessus. Est-ce que vous pensez que, après je vous donnerai ma réponse, mais est-ce que vous pensez que les Pistons auraient été champions quelle aurait été la carrière de Carmelo Anthony s'il avait été aux Pistons?
En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux questions en une. Et j'y réfléchissais justement de mon côté et je me disais que je pense que Détroit aurait pu être champion avec Carmelo, mais que je ne sais pas si ça aurait été ce qui aurait eu de mieux pour la carrière individuelle de Carmelo au bout du compte. Parce qu'il serait quand même tombé avec un coach, Larry Brown, qui n'aimait pas les rookies, à tel point qu'aux Jeux Olympiques de 2004, c'était lui le coach et c'était très compliqué. Il s'est retrouvé affublé de Carmelo Anthony, LeBron James et Dwayne Wade et il n'a pas jamais trouvé la manière de les utiliser, par exemple, alors qu'ils étaient plus rookies, mais c'est un coach qui n'aimait pas les jeunes joueurs. Et je ne sais pas si Carmelo aurait pu scorer autant qu'il l'a fait tôt dans sa carrière à Denver. Sa première saison avec Denver, malgré tout, lui, il a fait les playoffs. Il a qualifié son équipe et il a sorti des stats qui auraient pu lui permettre d'être co-rookie de l'année. Donc, quelque part, je me dis qu'il aurait certainement pu gagner des bagues, au moins une. Mais je ne sais pas finalement si, en termes de, quand on regarde le volume et ce qui est devenu sa carrière individuelle, je ne sais pas si ça aurait été le mieux pour Carmelo. Ouais, je pense un peu comme toi en fait, mais moi je me suis aussi souvent demandé si il n'avait pas gagné avec Syracuse, est-ce qu'il aurait eu parce que je dis pas que Carmelo a pas envie de gagner un titre, hein, son choix d'aller aux Lakers va plutôt dans ce sens, mais j'ai toujours eu cette impression-là de Melo qui était un surdoué, mais qui n'avait pas la même faim dévorante de gagner des titres que d'autres. Et je me suis toujours demandé si c'est parce qu'il avait déjà gagné, qu'il avait déjà été encensé très tôt dans sa carrière, s'il n'avait pas peut-être ce tout petit manque de détermination qui fait que parfois il s'est peut-être pas adapté à ce que lui demandaient certains coachs. On voit ce que ça donne avec George Karl en après-carrière, ils passent leur temps à s'envoyer des missiles. Karl dit que Melo était trop soliste, n'a jamais fait les efforts qu'il lui demandait en défense, par exemple. Il a toujours été un handicap. Donc, c'est une question intéressante de savoir si à Détroit, il aurait pu. Je pense effectivement qu'il aurait, voilà, au niveau du talent, tu peux être un mec comme ça dans l'équipe, il n'aurait pas fait tâche et ça ne leur aurait pas empêché d'avoir cette identité de jeu-là non plus. Mais sur la durée, je ne sais pas si ça aurait fait. Certains pensent que ça aurait fait une dynastie, je n'en suis pas convaincu. Vas-y, Antoine, Non, pardon. Ouais. non, mais dis, en fait, enfin, moi, juste pour donner mon opinion du coup sur ça, moi je pense qu'ils n'auraient pas été champions. Genre, après, une bague, t'es jamais à l'abri, mais je ne pense pas. Je pense qu'on oublie beaucoup la manière dont s'est construite cette équipe de Détroit. Déjà, on oublie systématiquement ou presque que Rachid Wallace n'était pas dans l'effectif. Et ça, c'est important parce que les gens, enfin, les gens, je suis constamment avec les gens, mais souvent on se dit, ah bah tiens, il y aurait eu Melo avec les deux Wallace, Billups, Hamilton, mais non, Rachid Wallace, il n'est pas dans cet effectif en 2003. Il est à Portland. Donc en fait, s'il y a Carmelo Anthony, théoriquement, il y a peut-être même jamais Rachid Wallace. Et Rachid Wallace, c'est une pièce maîtresse de ce titre. Le deuxième point, c'est que s'il y a Carmelo Anthony, il n'y a peut-être pas Tayshaun Prince, qui est le poste 3 titulaire, ou alors il y a Tayshaun Prince en 4, les deux peut-être, c'est tout à fait possible, tu peux faire jouer les deux ensemble. Mais je pense vraiment que cette équipe ne serait pas allée au bout. Je pense par contre, contrairement à toi Théo, je pense que Melo aurait eu le volume dans tous les cas, mais que justement en fait, c'est presque ça le problème. Il aurait eu le volume, je pense que lui n'aurait pas changé sa manière de jouer. Alors, et je pense que s'il devait y avoir clash entre Larry Brown et Carmelo Anthony, je pense que dans 150% des franchises NBA, c'est le coach qui saute. Quand tu as une jeune Mais il venait d'arriver là. Ouais, Il venait d'arriver, Larry Brown. Ouais. ça, ça reste une superstar de 20 ans qui est considérée comme un potentiel meilleur joueur, enfin parmi les meilleurs joueurs de tous les temps. Je suis quasiment convaincu que suffit qu'il mette 20 points sur les 15 premiers matchs de la saison, 20 points de moyenne pour que le staff se dise bon, allez, tant pis, on va lui donner ses indemnités au coach, hein, plutôt que de faire un trade. C'est juste pour replacer le personnage de Larry Brown. Il a passé tout son temps à Philadelphie à demander à ce que Philadelphie trade Allen Iverson, par exemple. C'est quand même pour montrer que. Tu as tout à fait raison, c'est un mec qui ne faisait pas confiance aux jeunes. Et d'ailleurs, voilà, on peut le rajouter aussi dans les raisons pour lesquelles ça n'aurait peut-être pas marché. On peut vraiment se poser la question de quelle aurait été l'entente entre les deux. Il a fait pareil avec Milicic, hein, d'ailleurs, au passage. C'est vrai que je n'ai pas dans l'article, mais il a fait jouer 8 bouts de match par-ci, par-là, et en lui faisant pas confiance non plus aux entraînements. Ça fait partie de la personnalité du coach. Je pense que cette équipe n'aurait pas gagné de titre. Ça aurait sans doute... En fait, ça aurait été à l'Est ce que Denver a été à l'Ouest. Denver qui a d'ailleurs à un moment eu Billups avec Carmelo. Hein. Donc, et avec un pivot défensif de l'époque, même si Marcus Camby, c'est pas Ben Wallace, mais c'était typiquement un peu le même, ça aurait pu être le même style d'équipe. J'exagère. Détroit défendait plus, mais
Mais ça aurait été voilà, le penchant, une très bonne équipe de l'Est avec un super joueur, mais qui ne va pas au bout et qui à un moment, le super joueur, il veut se barrer. Et j'arrive très bien à imaginer exactement la même carrière pour Melo, même s'il avait atterri à Détroit. Et moi, j'ai une autre question pour vous, alors, parce que je réfléchissais justement à Détroit et à cette question de fit. Et moi, je me demande si le joueur qui n'aurait pas été le meilleur fit au bout du compte pour cette équipe, c'est pas Chris Bosh. Parce que Chris Bosh, je pense que dans son attitude et dans son jeu, il aurait pu passer une saison, la même saison que ce qu'a fait Darko en jouant un peu plus quand même, mais en acceptant de ronger son frein et d'apprendre auprès d'un tailleur plus aguerri que lui comme Rachid Wallace et Ben Wallace. Et sur le temps de son contrat rookie, prendre un peu la place et monter en intensité pour finalement déloger l'un ou l'autre du roster et permettre à Détroit qui a quand même cette équipe a eu une belle longévité parce qu'ils ont enchaîné, je ne sais plus si c'est pas 5 ou 6 finales de conférence de suite ou quelque chose comme ça. C'est quand même une équipe qui a été dominatrice longtemps à l'Est. Mais je pense que Chris Bosh aurait pu être le fit parfait pour cette équipe de Détroit. Mais on en vient un peu au même problème, c'est est-ce que s'il y a Chris Bosh, ils font le trade pour Rachid Wallace? C'est-à-dire qu'avec Milicic qui ne jouait pas du tout et qui avait des stats toutes petites, tu peux te dire, OK, on a vraiment besoin d'un 4 tout de suite. Chris Bosh, dès sa saison rookie, alors c'est vrai qu'il n'était pas au niveau de Carmelo, mais il faisait déjà un peu des stats. Tu pouvais déjà te dire que théoriquement, tu pouvais construire un jour autour de lui. Est-ce que tu fais venir Rachid Wallace au même moment? Alors c'est possible, hein. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est tout à fait possible que tu te dises, OK, bon, on fait le transfert. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même au moins se poser la question de savoir est-ce que les dirigeants auraient eu envie de mettre un All-Star qui prend 30 à 35 minutes par match juste devant leur rookie star américain, pour le coup, qui contribue directement, jeune, autour duquel tu peux construire par la suite. Je ne sais pas. Possible, mais c'est une vraie question. En tout cas, par contre, pardon pour te répondre, au niveau du fit, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, il leur fallait un poste 4. Donc, c'est De toute aussi façon, pour ça. et avec Larry Brown, il n'aurait pas produit de toute façon Chris Bosh parce qu'il n'aurait pas fait jouer Voilà. beaucoup plus Oui, c'est possible que aussi. Darko. Ouais. Non, non, Possible. j'exagère, mais non, mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis sur Rachid Wallace. C'est vrai que la question par rapport à Chris Bosh aurait été celle-là. Après, finalement, il y avait une grosse pression aussi sur Détroit parce que quand ils ont pris Darko, tout le monde les regarde. Shai en parlerait mieux que moi sans doute, mais il y avait une hype quand même importante autour de ce prospect européen que personne n'avait vu jouer, vraiment personne n'avait vu jouer, mais dont on annonçait tellement qu'il avait un talent transcendant que finalement quand il a été pris en deuxième pick, sur le moment ça n'a pas été considéré à ce point comme une folie. Mais par contre, après de le voir galérer, il y avait une pression quand même du côté de Détroit pour que ce joueur puisse performer, non, Shai? Quels sont les échos que tu as eu, toi? À l'époque, ça n'avait pas surpris parce que ESPN et Chad Ford notamment avaient préparé le terrain. C'était le journaliste qui suivait le plus la draft et les prospects, en vendant effectivement Milicic comme un peu une sorte d'ovni qui allait peut-être révolutionner le jeu, etc., et qu'il fallait miser sur lui. Mais en fait, très très vite, on a vu que Darko allait peu ou pas jouer en fait. Donc le soufflet est retombé. On s'est vite dit, en voyant ce que donnait Bosh, Wade et évidemment LeBron, que c'était sans doute une erreur. Et la suite, au final, il n'est pas resté si longtemps que ça à Détroit parce que avec ou sans Larry Brown, je pense qu'il était déjà trop endommagé et trop déjà certain que ça ne marcherait pas pour lui en NBA. Voilà. C'était compliqué. Ouais, gros gâchis dans tous les cas. Shai, toi, il y a un autre papier vraiment que j'ai trouvé passionnant là, que tu as écrit dans ce numéro sur une affaire vraiment peu connue. Moi, je ne connaissais pas cette histoire avant qu'on commence à bosser sur ce MOOC. C'est un scandale qui a eu lieu du côté de l'université de Baylor. Donc, sans tout dévoiler, est-ce que tu peux nous donner un peu le pitch, nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Ouais, donc Baylor qui est le champion en titre en NCAA, donc c'est marrant qu'on parle de cette affaire-là maintenant, là, cette année, pour le MOOC. Donc, en gros, en 2003, c'est une histoire un peu digne d'un New York section criminelle avec des retournements de situation, une intrigue. Je l'ai un peu vécu comme ça parce que je ne connaissais pas du tout l'histoire non plus et on a vu que ça s'était passé en 2003, donc on a décidé de le traiter. Mais voilà, une histoire un peu criminelle sous fond de scandale universitaire avec le meurtre, enfin, la mort et donc finalement le meurtre de Patrick Deney, qui était un joueur de l'équipe.
par un de ses coéquipiers. Là, c'est un spoiler, un mini-spoiler, parce qu'on sait très vite que c'est lui dans l'histoire, vous verrez. C'est plutôt tout ce qui s'est passé autour, les dissimulations d'un coach qui voulait cacher les magouilles académiques qu'il était en train d'effectuer avec la fac. Et donc, on suit un peu l'enquête, comment la disparition, parce qu'ils ne l'ont pas retrouvé tout de suite. Tous les mystères qui existent encore aujourd'hui sur l'affaire. Hein, c'est pour ça que je dis que ce serait ça pourrait très bien faire un épisode de toutes ces émissions qu'on voit sur les affaires soit non résolues, soit sur lesquelles il existe encore des mystères. Et c'était très intéressant de se replacer du coup, dans le contexte aussi universitaire de l'époque, sur une franchise qui a dû aussi complètement, une université qui a dû complètement balayer cette histoire-là pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une des meilleures du pays. Et j'ai trouvé ça, j'ai regardé du coup un documentaire qui avait été produit sur l'affaire en 2017, qui s'appelle Disgraced et qui revient bien justement sur cette affaire-là. Et en regardant ce documentaire, on pourrait presque se dire que c'est une fiction, quoi, tellement il y a de choses qui sont improbables. Le coach qui a la personnalité à manigancer, à cacher des choses aux enquêteurs, qui exerce une pression énorme sur ses employés et sur les joueurs pour pas que la vérité sorte, qui au final qui se fout totalement de la famille de la victime. C'est assez terrible et assez glaçant de manque d'humanité. Et voilà, tout ça sur fond de basket quand même, parce que c'était un joueur qui avait un certain talent, dont certains parlaient comme d'un prospect NBA. Voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant à faire, à découvrir. Je pense que ça pourra plaire aux amateurs presque de romans noirs et de thrillers, tellement c'est improbable. Ouais, c'est clair qu'on dirait carrément un roman ou un film, tellement c'est incroyable, notamment ce que tu disais, un petit peu la manière dont les égos et la volonté de, comment dire, de carriériste de certains a pu rentrer en jeu dans toute cette affaire. C'est assez dingue, quoi. Ouais, c'est ça fait penser à... Parce qu'en plus, ça fait voir un peu de paysage. Ça se déroule entre plusieurs États, entre le Texas, le Maryland. Voilà, il y a un vrai circuit, toute la période de traque pour retrouver le corps. Euh, au final, le coéquipier qui finit par se livrer à la police, mais on ne sait pas trop si c'est vraiment lui. Voilà. Donc, je vous conseille de lire ça, c'est intéressant. Oui, et de regarder le documentaire qui s'appelle Disgraced et qui vous en dira aussi un peu plus là-dessus. Et ouais, moi simplement pour faire vite, moi j'ai eu voilà, j'ai pu travailler, j'ai signé un papier aussi dans ce numéro. C'est en gros c'est l'histoire du plus grand match de streetball qui a jamais eu lieu. C'est sur la finale du Rucker Park 2003 qui devait voir s'affronter l'équipe de Fat Joe Terror Squad et l'équipe de Jay-Z S. Carter, et dans laquelle il devait y avoir toute une pléthore de joueurs NBA. On parle de LeBron, de Tracy McGrady, de Carmelo Anthony, même de Zach Randolph, d'Amaris Stoudemire, chaque, même selon certaines rumeurs. Bref, voilà le match qui devait propulser l'IBC sur une autre planète et qui finalement n'a jamais pu avoir lieu pour une raison assez folle que je vous laisserai découvrir dans ce numéro. Et ce qui est marrant aussi, c'est de voir un peu tout le bif qu'il y a eu entre Jay-Z et Fat Joe à l'époque, bif qui était naissant et qui a fait qu'après, ils se sont même plus parlé pendant presque 15 ans avant de finalement finir par se rabibocher et de faire un peu de business et de musique ensemble. Mais bref, j'ai pris pas mal de plaisir aussi à me replonger dans la scène street de l'époque. Et puis, je voudrais aussi mentionner, parce qu'il y a, voilà, c'est 240 pages, donc on a vraiment essayé d'être complet. Il y a un superbe portrait d'Udonis Haslem. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est peut-être maintenant aujourd'hui le joueur le plus iconique, du moins celui qui représente le mieux la fameuse culture du 8 à ce jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est arrivé au 8 en 2003 après avoir passé une saison en France à Chalon, parce qu'il n'avait pas été drafté. Donc voilà, donc il y a tout un papier pour expliquer un petit peu son retour. Il y a un papier vraiment intéressant sur Amar'e Stoudemire, à la fois sur le joueur, mais aussi sur ce qu'il est devenu après avoir quitté la NBA, quand il a décidé de repartir en Israël. Bien sûr, on parle de Jordan, on parle bien sûr de Dwayne Wade, l'Euro 2003, comme on vous en a parlé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, on a eu la chance, alors ça c'est quand même une grande fierté aujourd'hui, parce qu'hier, le compte Twitter des Bulls partageait une magnifique illustration de Petite KO.
qui est l'illustratrice qui a signé la cover de ce numéro magnifique, avec qui on a la chance de travailler depuis maintenant un paquet d'années. On fait même partie des premières publications à avoir travaillé avec elle. Et vous retrouverez vraiment une interview vraiment très intéressante de Caroline Blanchet qui raconte un peu son parcours et avec, voilà, comment dire, accompagné de certaines de ces illustrations qui sont assez magnifiques. Donc, c'est une vraie fierté pour nous de l'avoir aujourd'hui mise en avant comme ça. Il y a un papier sur Karl Malone, un petit peu décalé dans le sens, c'est un petit peu le what if pour nous de ce numéro. C'est qu'est-ce qui se serait passé si Karl Malone ne s'était pas blessé durant sa saison avec les Lakers. Certainement, peut-être, en tout cas de notre point de vue, c'est peut-être l'élément qui a fait que la saison des Lakers a vrillé de cette manière en 2003-2004. On revient bien entendu sur le premier titre des Spurs, le lancement d'une dynastie en fait un peu improbable, totalement imprévue en tout cas. Personne à l'époque n'avait imaginé que Tim Duncan et deux joueurs non américains pourraient lancer San Antonio sur une telle domination. On est revenu sur la draft en elle-même, la draft 2003, qui a quand même été émaillée de parcours assez intéressants. Alors, il y a celui de Mike Pietrus, par exemple. Il y a Chris Bosh aussi, qui n'était pas attendu. Finalement, Chris Bosh, c'est peut-être c'est peut-être l'un des joueurs qui a le plus, comment dire, né à la mauvaise époque, parce que Chris Bosh, dans la NBA actuelle, ça serait vraiment un joueur encore plus dominateur qu'il n'a pu l'être. Il y a le parcours assez improbable de Kyle Korver, chopé au deuxième tour et finalement qui finit parmi les meilleurs shooters de tous les temps, celle de James Jones également. Et puis, on va finir par lui, mais en fait, c'est par lui qu'on commence. Pour ce numéro, on a pu compter sur Georges Eddy comme rédacteur en chef exceptionnel de ce numéro. Là aussi, voilà, c'est lui qui nous a accompagnés, qui nous donne un peu son avis sur les différents sujets du MOOC. Et on a une très belle interview de lui signée par Pierre-Armand Samama, dans laquelle voilà, Georges Eddy nous remet un petit peu, nous aide à nous remettre dans le contexte de 2003, nous aide aussi à décrypter un petit peu les changements qui sont survenus à partir de cette année-là. On a pu le faire aussi dans l'interview table ronde dans laquelle on a eu trois vraiment superbes intervenants. Tous les trois, on en a eu un chacun. Moi, j'ai eu la chance de parler avec David Loriot de l'équipe qui est maintenant sur le tennis, mais qui à l'époque était sur le basket et qui notamment avait suivi de près la carrière les tout débuts de Tony Parker, l'équipe de France, etc. Shai, tu as eu Lang Whitaker, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux présenter un petit peu en quelques mots qui est Lang Whitaker pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Whitaker, grande plume de slam à l'époque. Pendant de longues années, qui a après bifurqué il y a quelques années où il est devenu general manager de l'équipe de e-sport des Memphis Grizzlies. Mais voilà, c'était super de parler avec lui parce qu'il a vraiment suivi de très près tout ce qui se faisait en NBA à cette époque. Il a interviewé tous les joueurs possibles et imaginables. Il a aussi été au début entre guillemets, de l'Internet, de la NBA sur Internet, de la façon dont c'était traité médiatiquement. C'est super intéressant d'avoir son regard là-dessus. En plus, c'est un mec adorable et c'est super cool d'avoir son regard sur tous les sujets, les joueurs qu'il a interviewés, la montée en puissance de LeBron, justement, son premier déjeuner hyper malaisant avec Carmelo Anthony. Voilà, plein de petites anecdotes comme ça qui sont super cool à avoir de sa part. Et toi, Antoine, tu as eu un mec qui a eu le nez creux on parle de Ryan Jones, si tu peux le présenter aussi un petit peu. Alors, pareil, lui aussi a bossé longtemps chez Slam, mais il se trouve que lui a été celui qui a été envoyé au charbon pour présenter les LeBron James très, 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 très tôt. C'est-à-dire qu'ils ont fait il a géré avec LeBron toute comment tu appelles ça, un journal. C'est ça, c'est une espèce de journal intime que tenait un joueur de lycée dans Slam à l'époque. Ouais, Slam suivait à chaque fois un lycéen. Par contre, ils n'avaient jamais pris un joueur aussi jeune que LeBron. Et c'est donc lui qui faisait ça avec LeBron. Donc, il a pu nouer des liens avec LeBron, avec la famille de LeBron, avec les proches, avec le coach, avec les joueurs. Il a pu aller le voir très tôt et il a pu parler de lui très tôt. Et du coup, tous ces contacts, toutes ces connexions ont fait qu'il a pu ensuite écrire un livre qui s'appelait Believe the Hype. C'est-à-dire qu'avant, voilà, LeBron venait de commencer tous à peine sa carrière en NBA que lui avait déjà sorti son livre en expliquant pourquoi il fallait, livre que j'ai lu d'ailleurs pour faire mon papier sur LeBron James, pourquoi il fallait croire à la hype autour de LeBron et pourquoi ça allait devenir tout simplement un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur.
Voilà, et donc avec ces trois intervenants, on a pu décrypter un petit peu aussi la révolution un peu de fond qui s'est passée en 2003 avec l'internationalisation de la NBA, les changements dans le jeu. C'est vrai que 2003, on est juste après le choc pour les Américains de 2002 où le championnat du monde à Indianapolis, ils se retrouvent à finir cinquième après avoir été tapé notamment par l'Argentine, la Serbie et l'Espagne. Voilà, il y a tout un tas de choses qui se sont jouées cette année. On vous encourage à aller, si vous n'êtes pas abonné ou si vous n'avez pas encore commandé, allez sur Basket Session, commandez ce numéro. Comme je vous le disais en début d'émission, c'est toujours en édition limitée, donc il faut mettre la main dessus avant qu'il n'y en ait plus. C'est 0,90 €. Vous pouvez le commander directement ou vous abonner et on vous envoie ça au plus vite. Et puis, ça, c'était pour refermer un petit peu la page Reverse, la page 2003, pour se projeter un petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui en 2022. Je vous propose de finir en parlant un petit peu d'un joueur qui a bien bénéficié de toute la révolution qui s'est passée il y a presque 20 ans maintenant, que ce soit sur l'internationalisation ou sur le fait que les joueurs de grande taille, on puisse leur demander de faire autre chose que d'aller se mettre dans la raquette. C'est Giannis Antetokounmpo et les Bucks. Les Bucks qui sont enfin, on a le sentiment en train de carburer et qui sont en pleine bourre en ce moment. Quel est votre sentiment un petit peu? Est-ce que, par exemple, vous avez été est-ce qu'il y a un moment où vous êtes inquiété un petit peu de voir que le retard au démarrage des Bucks s'éternisait un petit peu au long de la saison? Je dirais, enfin, oui et non, parce que quand il y a une équipe et un champion qui arrive enfin à gagner un titre, on se dit, bon, est-ce qu'ils ne vont pas laisser retomber la pression et avoir moins envie derrière? En plus, voilà, ce n'était pas évident cette année. Yanis avait été opéré pendant l'été. Bon. Et puis au final, dans son discours et dans la manière de se comporter, il a toujours montré qu'il avait encore faim et qu'il était… Et là, ces dernières semaines, c'est impressionnant à quel point… parce que Antoine a toujours dit, quasiment depuis la montée en puissance de Yanis, c'est que c'est vraiment un extraterrestre qui aujourd'hui est sans doute peut-être le joueur le plus dominant sur un terrain de basket. Et en fait, là, sur les derniers matchs, là, pour rester sur l'actu, Milwaukee vient de battre et Philadelphie et Brooklyn, et il a dominé à chaque fois les deux stars adverses et les deux matchs en question, avec des fins de match toujours fait un compte décisif sur Embiid. Et sur le dernier match, contre Brooklyn, il marque un 3 points pour arracher la prolongation et il est décisif sur la ligne en prolongation. C'est deux choses qui étaient censées être des lacunes dans son jeu et deux choses dont se servaient ses détracteurs pour dire non, regardez, il est quand même pas si complexe que ça, il ne shoot pas, il n'est pas droit sur la ligne. Et il leur a montré qu'il travaillait et il avait encore de la place pour devenir un joueur encore plus phénoménal que ce qu'il était déjà. Donc, moi, j'ai jamais douté sur les Bucks cette saison. Je pense que c'est… voilà, les Bucks ont gagné qu'un titre, mais ça fait partie… Au final, ils ont déjà pris le rythme de ce que je vais appeler le rythme des champions, c'est-à-dire de ces équipes qui, de toute façon, savent que la saison régulière, ça pèse pas tant que ça. Tu n'as pas forcément besoin de réviser plus que ça. Tu connais déjà tes bases, même si tu dois intégrer certains joueurs, etc., tester des nouvelles choses. Mais bon, tu sais quelle est ta force et tu sais à quel moment tu vas devoir accélérer. Est-ce qu'ils ont mis un peu trop de temps à accélérer? Peut-être, mais au final, l'Est est très serré et ils peuvent encore finir premier aujourd'hui, même si je pense que ce n'est pas forcément de leur intérêt. À moins que Brooklyn termine 9e. Je pense que si tu peux éviter Brooklyn au premier tour, je ne pense pas qu'ils feront de calcul parce que de toute façon, ils n'ont pas peur des Nets et d'aucune autre équipe. Et s'ils doivent jouer les Nets tout de suite, ils les joueront tout de suite. Mais voilà, je pense que c'est pour moi la meilleure équipe à l'Est. Ouais, là, les playoffs vont commencer. Et si tu demandes quelle équipe a l'air la plus prête à gagner le titre et qui se connaît le mieux, c'est Milwaukee, quoi. Ouais, je trouve que ils ont quand même moins de lacunes, même si ça joue à la marge. Hein. Le Heat est très fort, mais je pense qu'ils ont un peu moins de lacunes que le Heat. Ils en ont moins que les Celtics, ça c'est certain. Les Sixers, j'ai pas confiance. Et les Nets partent de loin. Donc bon, et les Nets, il y a toujours l'inconnu, un peu avec Kyrie. Enfin, tu sais jamais vraiment ce que ça peut donner. Même si j'enterrerai pas Brooklyn. Hein. Mais Milwaukee, je pense, est la meilleure équipe à l'Est. Et Giannis, je peux faire très long sur Giannis. J'adore ce joueur. C'est le meilleur joueur du monde. Il faut le dire que tu l'as toujours défendu. Et même, enfin, c'est même pas défendu parce qu'on a toujours su que c'était un super joueur. Mais même quand on le mettait peut-être dans les top 5, 6 des meilleurs joueurs,
Toi, je t'ai toujours entendu dire non, non, les gars, c'est c'est le joueur, et ça peut être le joueur ultime tellement complet qu'il peut être le plus dominant tout court. Ouais, en fait, je pense que j'ai vraiment. Il y a un moment où j'ai arrêté de le voir comme un joueur à la LeBron, en fait. Et à partir de ce moment-là, je trouve que du coup, j'arrivais à apprécier ce que Giannis pouvait être, tu vois. En mode, mais si tu t'arrêtes de le voir comme un 2 ou un 3 et que tu le vois vraiment comme un 4 ou un 5, Mm. enfin, d'un coup, ça prend toute une autre. Tu n'es plus en train de te dire, ah, faut qu'il shoot à 3 points. Je veux dire, là, que Nikola Jokic il tourne à 25 ou à 35% à 3 points, tout le monde s'en fout au final. Tu vois. Et du coup, pour moi, c'est la même chose. On ne se demande pas, Embiid, quel est son pourcentage à 3 points. C'est juste quand il met des 3 points, c'est bien. Mais ce n'est pas le truc premier. Et avec Yanis, c'est ça. Et pour moi, c'est même le MVP cette saison. Et en plus, là, ses performances récentes, je pense que ça va vraiment marquer l'esprit des votants parce que c'est sur le fil, dans des moments décisifs, dans des duels décisifs, c'est le meilleur marqueur de la ligue. Il a 30 points, 11 rebonds, quasiment 6 passes. Euh, Mais il ne l'aura pas parce que la narration ne va pas dans ce sens-là. Il dit lui-même que ça ne l'intéresse pas, il ne fait pas campagne. Là, pour ouais, Embiid, il est sur tous les plateaux et les podcasts pour dire voilà mon histoire. Voilà. Et ouais, à c'est vrai juste qu'il titre, hein, mais oui, Yanis s'en fout complètement maintenant. Et pendant ce temps-là, Yanis, il fait des blagues de daron en conférence de presse après tous les matchs. ouais, mais juste, tu vois, Harden, il a fait beaucoup de campagnes, il n'en a eu qu'un de MVP, tu vois. Pourtant, chaque année, il était là. Alors bon, Harden est moins apprécié qu'Embiid. Mais ouais, il faudra voir. De toute façon, ça va être très serré cette course pour le MVP. Mais honnêtement, je pense que les Bucks, euh, encore, c'est bizarre à dire, mais encore plus que les Suns, je les vois comme les favoris. Après, que ça soit bien clair, je sous-estime les Suns constamment depuis 2 ans. Donc, ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les Suns me donnent tort. À chaque fois, je les sous-estime. Mais je pense qu'ils ont ce petit truc en cas de rematch. Ils ont ce petit truc où eux ont déjà eu le titre. Tu vois. Alors, ça peut te donner d'un côté, tu peux te dire, bon, Phoenix, ça va leur donner une vraie détermination en plus. Mais je pense qu'en fait, les Bucks, ça donne une espèce d'assurance euh, qui peut te faire du bien dans la tête sur quelques matchs serrés. Et pourtant, Phoenix est la meilleure équipe dans le clutch time de toute la NBA. Mais ouais. Mais j'ai peur que le moment où l'enjeu sera énorme, que cette petite assurance, cette petite aisance de dire ah mais nous en fait on connaît le chemin, on a déjà gagné, ça leur donne ce très léger avantage en faveur de Milwaukee. Ce qui est fou, c'est que là, enfin, presque toute la saison, on s'est dit bon, ça va être compliqué. Milwaukee Phoenix, c'était peut-être une fenêtre, presque un petit accident, même si les deux ont mérité d'être là. Hein. Et là maintenant, flingue sur la tempe, tu me demandes ce que sera la finale, je te dis Milwaukee Phoenix. Okay. En fait, ce qui est incroyable pour Milwaukee, c'est que je crois que j'ai jamais vu un champion en titre être aussi peu euh, médiatisé et avoir à ce point le costume de l'underdog toute l'année. Parce qu'en fait, ils ont tellement pu bénéficier du bordel aux Nets, de Ben Simmons, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il ne va pas jouer, et de l'inconstance et aussi du départ en fanfare des Bulls, que c'est comme si tout le monde avait oublié que les Bucks étaient champions en titre. Ah, et il y a un petit peu la même chose pour Yanis dans ces questions de course au MVP ou pas. Tu as l'impression que en fait, maintenant, il y a un petit peu de buzz là ces derniers temps. C'est comme si les gens redécouvraient Milwaukee et redécouvraient Yanis. C'est vraiment incroyable, quoi. Ouais, ça va jouer en leur faveur. Ça peut jouer en leur faveur, en tout cas. C'est marrant. Il y a quand même une vraie logique de petit marché et de figure. Je trouve que Yanis n'est pas assez respecté dans cette ligue. Je me permets de le dire. Et même par ses propres pairs. Et je crois que c'est ça qui m'agace le plus, en fait. Parce que quand c'est par des journalistes, quand c'est les éditorialistes américains, je pense qu'on s'en fout tous. Quand c'est des anciens joueurs, mais quand c'est par ses propres pairs, ça me titille, quoi. Tu vois. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment pas quelque chose qui l'empêche de dormir. Ah oui, Et il il s'en y a fout. tellement de similitudes entre les Bucks et les Spurs, quand même, de l'époque. Si Ouais. tu dis, je pense que Tim Duncan, il regardait même pas qui était dans les ballottes de MVP avant que ça soit le jour du résultat. Et je dis pas que ça le gênait. Je dis pas. Je suis sûr que si tu demandes à Tim Duncan, il doit avoir la rage de ne pas l'avoir gagné telle année ou telle année. C'est pas la question. Mais visiblement, ça l'empêchait pas de performer et ça
n'empêchait pas d'être heureux dans sa vie. Et Yanis, tu as trop l'impression que c'est ça. Franchement, je disais ça tout à l'heure, mais c'est sérieux là. Si vous regardez un peu, allez sur les comptes des réseaux sociaux des Bucks, vous verrez Yanis, après chaque match, il vient avec son petit livre de blagues de daron et il commence la conférence de presse en sortant une blague aux journalistes. Mais lui, je pense que. Enfin, comment dire, c'est à ce point-là que je le trouve incroyable parce que tu as l'impression qu'il a toutes les qualités d'une superstar. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui bosse, qui veut être le meilleur, qui veut gagner pour son équipe, etc. Mais Ouais, sans avoir l'espèce de folie ou de névrose qui pourrit la vie aussi de certaines de ces superstars, de se dire est-ce que je suis assez bon, est-ce qu'on on me respecte pas, etc. Et qui, voilà, c'est pas des modes de vie sains de toute façon. Et lui, j'ai rarement vu quand même un joueur de cet acabit avoir l'air aussi normal peut-être. À part peut-être Stephen Curry, c'est peut-être le seul où j'ai l'impression que être une Et superstar encore, internationale et en même temps vivre, ouais, avoir l'air d'être aussi bien dans ses baskets, quoi. Curry, je pense qu'il y a un peu aussi de mise en scène à l'américaine, tu vois. Je trouve que Giannis, c'est plus. Bon, après, c'est un autre débat sur un truc en plus que je ne maîtrise pas parce que c'est que de l'interprétation et peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai l'impression qu'Giannis est quand même beaucoup plus sincère. Non pas pour dire, je ne dis pas que Curry est fake, mais j'ai l'impression que Giannis, ce que tu vois, j'ai toujours l'impression que c'est lui, vraiment, Mm. vraiment, vraiment lui. Tu vois, il n'y a même pas une once de mise en scène ou quoi que ce soit. Son histoire est tellement folle, il vient de Mais tellement loin qu'il a voilà, c'est l'air ça. d'être heureux Il de a déjà continuer à vivre ce gagné. qu'il vit. Et voilà, il a gagné quoi qu'il arrive. Mais pour autant, il n'a pas le défaut de se dire, bon, bah, c'est bon, j'ai gagné, maintenant, il n'y a plus rien Mais à je veux faire. dire, il a déjà gagné dans la vie, en fait, ce mec. Tu vois, Mm. c'est même pas juste il a gagné le C'est titre, c'est ça. qu'il a gagné dans la vie. Et Mm. tout est. En fait, à partir du moment déjà où il était en NBA, tout était du bonus pour lui dans sa vie personnelle, je pense. Et là, à partir du moment où maintenant il est MVP, tu te rends compte, il a 27 ans, il a déjà 2 MVP, peut-être bientôt 3, un titre Défenseur de l'année. et forcément peut-être d'autres ou au moins d'autres finales. Il a déjà un titre de défenseur de l'année, peut-être bientôt 2. Je veux dire, son palmarès, il est déjà quasiment sûr d'être, enfin, il est sûr d'être un, pardon, il Ouais. est sûr d'être un Hall of Famer. Il sera un Hall of Famer du premier coup. Il va encore renflouer ses stats. Le mec, il a déjà gagné. Et il lui reste 6 ans minimum dans son prime. Minimum. C'est, tu vois, c'est, Il va juste lui manquer lui, des il peut trucs juste vivre. il va Tout juste ce lui qu'il manquer a. des trucs en sélection avec la Grèce, peut-être. Et puis, Et encore, il a dit qu'il en faisait un objectif depuis les Jeux Olympiques. Il a dit, ah voilà. bah j'ai vu ça, moi, ça, et ça me donne envie. Et vu la passion du basket en Grèce, vu le vivier de talent potentiel en Grèce, il y a tout à penser qu'à un moment, si vraiment ils s'y mettent et qu'ils arrivent à forger un peu une note autour du groupe, que lui arrive à s'entendre avec ses coéquipiers. Attends, Dirk Nowitzki, il a réussi à porter l'Allemagne. Imagine ce que Yanis peut faire avec la Grèce avec des coéquipiers plus talentueux, tu vois. Euh, Il va mettre ses 18 frères dans l'équipe et ça va être réglé. Ouais, mais ouais, bah, ce serait peut-être le problème, ça, à la limite. Mais... non, parce que d'autant que la Grèce a été une des locomotives du basket européen, oui, avant champion en Yanis, 2005, sans avoir le moindre joueur NBA. Donc, bien sûr. c'est voilà, c'est vraiment. Et c'est même une équipe qui a tapé, on parlait des Jeux Olympiques 2004, Qui a tapé les mais États-Unis. même en 2010 au championnat du monde, qui a sorti les États-Unis en faisant jouer ces joueurs du cru, quoi. Ah, ils ont constamment des joueurs Euroleague. Donc, en fait, si à un moment, ils arrivent à trouver ce bon mix, tu te dis, mais souvent, tu vois, quand on parle des JO, on se dit, ah, tiens, les Américains, donc, bon, évidemment, les Américains, mais on se dit derrière, tiens, bah, la France et les Canadiens, s'ils sont complets, ah, l'Australie. Mais si un jour, la Grèce, ils arrivent à vraiment se faire un groupe complet où il y a une espèce d'alchimie, il va falloir être costaud pour les taper, hein. Donc, ouais, non, mais c'est parti pour faire une carrière incroyable, ce bonhomme, quand même. Eh ben ouais, Yanis, peut-être pas MVP NBA, ça on le saura dans quelques semaines, mais MVP de la vie, ça me semble être une bonne conclusion pour cet épisode du podcast. Voilà, nous on vous encourage encore à aller sur Basket Session, jeter un œil au niveau Moop Rivers. Vous trouverez, on a mis pas mal de pages, vous pouvez regarder, voir à peu près à quoi ça ressemble, vous pouvez voir le sommaire. Et puis bah, nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao! Yes, ciao. Ciao.